Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Solipulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévole, salarié ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer. Alors, bonjour Claire. Déjà, je suis très heureuse de te retrouver sur la patate chaude. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter toi personnellement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et nous en dire un peu plus sur ton association qui s'appelle Assopreneur. Oui, avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup pour ton accueil, pour votre accueil au sein de ce super podcast. Alors, je suis Claire, je suis la cofondatrice et co-déléguée générale fondatrice d'Assopreneur. Assopreneur, c'est une association loi 1901 d'intérêt général. C'est une asso qui a décidé de soutenir toutes les personnes qui veulent changer le monde avec une association. Voilà. Juste pour ma présentation, voilà, en résumé. Ouais, et du coup, pourquoi en association? Quelle est la particularité des personnes que tu accompagnes en association? Oui, c'est vrai qu'on a fait ce choix, chez Assopreneur de vraiment soutenir les personnes qui ont choisi ce statut juridique de l'association Loi 1901 pour entreprendre, sachant que nous, on entend le terme entreprendre au sens très large qui est de faire quelque chose, hein. Bon, c'est pas lié au statut juridique de l'entreprise. Et Mmh. pourquoi? Parce que pour ma part, ça fait, plus de 20, presque 20 ans en fait, plus de 17 ans que je dirige des associations. J'ai toujours fait ça dans ma carrière en tant que déléguée générale de métier. Donc c'est un statut juridique déjà que je connais très, très bien, que j'apprécie énormément, dans lequel j'ai toujours travaillé et je suis persuadée que c'est un des bons statuts juridiques pour, justement, contribuer à aider les autres, que ce soit la planète, les animaux, les végétaux ou les êtres humains. Je trouve que c'est un super statut juridique qui est finalement encore tr je me rends compte, très, très méconnu, même des personnes qui l'utilisent, et il correspond parfaitement, en tout cas pour ma part, à mes valeurs. C'est aussi pour ça que j'avais envie de le partager et de soutenir les personnes qui, avaient envie d'être qui se sont jetées dans le même bain que moi, finalement. Voilà. Mmh. Et ben, c'est marrant justement que tu parles de statut juridique parce que, qu'est-ce que tu identifierais outre, cette différence, des différences entre un entrepreneur et un assopreneur? Oui, alors déjà pour nous, un assopreneur, c'est un entrepreneur, comme je te disais, au sens très large, donc ça on est d'accord, et on a voulu effectivement mettre un mot dessus, le mot assopreneuriat, qui veut dire entreprendre avec une association pour effectivement appuyer cette spécificité. Et on me demande souvent, Heu, il y a des personnes qui viennent me voir qui n'ont pas encore lancé, qui me disent: «Tiens Claire, pour, mon projet, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi? Un statut de société sociale ou un statut d'association?» Et à chaque fois, je réponds: «Bah, c'est pas la bonne question à se poser parce qu'il y a pas de statut miracle qui aurait que des bons côtés». Il y a toujours, mais en revanche, il y a des statuts qui vont correspondre à la façon dont on a envie d'entreprendre, à la façon dont on a envie de gagner de l'argent ou pas d'ailleurs, à la façon dont on a envie de décider. Et donc j'ai fait un quiz pour justement aider, à décider, et ce quiz, il est à partir de ces fameuses, grandes différences dont tu parles là, et j'ai identifié 4 principales différences entre entreprendre avec une société plus classique et entreprendre en asso. La première question à se poser, et la première différence, c'est déjà: est-ce que j'ai identifié une cause que j'ai envie de défendre, ou un sujet que j'ai envie de porter et des bénéficiaires que j'ai envie d'aider? Parce qu'une association, quoi qu'elle fasse, elle va contribuer ou aider ou soutenir des bénéficiaires. Encore une fois, que ce soit la planète, les végétaux, les animaux ou les êtres humains. Donc déjà, est-ce que j'ai identifié ça, cette cause et ses bénéficiaires? Voilà. Si oui, a priori, je peux aller en asso, je continue. Si j'en ai pas identifié, certainement que je vais aller en entreprise, voilà, en statut juridique d'entreprise. Ensuite, la deuxième question, c'est presque la plus importante, c'est: est-ce que j'ai envie de gagner ma vie proportionnellement aux résultats générés par l'activité de la personne morale? Ça, c'est une des très grandes différences, c'est qu'avec, une association Latina 101, on ne va pas gagner d'argent, on ne va, jamais s'enrichir personnellement. C'est interdit par le statut juridique, et nous, on porte ce message-là, de dire que si on veut un jour pouvoir quitter son job et en vivre de l'activité de porter l'assaut et de la développer, il va falloir quitter la dirigeance bénévole
Donc vraiment le lâcher prise ultime de l'assopreneuriat, c'est aller jusque-là, c'est tout lâcher, et devenir salarié de l'asso. Voilà, et on n'a plus aucune prise sur la dirigeance de l'association. Donc ça, c'est voilà, si on veut gagner sa vie, proportionnellement, le mot proportionnellement est super important parce que, si on veut, quand tu es dans une société, si tu as 50 000 € de bénéfices, de résultats positifs, bah, tu vas pouvoir, te le verser en dividendes. En association, si ton asso, elle fait, 0, de résultats ou qu'elle fasse 50 000 € de résultats, bah, tu toucheras rien en tant qu'assopreneur, rien du tout parce que ça fait partie du statut. Voilà, donc ça, c'est une très grande différence. Troisième différence, est-ce que j'ai envie que la structure, la personne morale que je crée m'appartienne? Est-ce que j'ai envie que ça m'appartienne au moins un petit peu? En entreprise, on sait que bah, vous êtes associés toutes les deux au sein de Solipulse, donc vous savez combien vous appartient votre structure. En association, l'association n'appartient jamais à une personne et elle appartient uniquement à ses adhérents. Elle n'appartient même pas à ses fondateurs. Donc ça, si on a envie que ça nous appartienne, la structure morale, il faut pas aller en association parce on sera frustré dans ces cas-là, parce que ça nous appartient pas du tout. En entreprise, on s'en va, on peut vendre son entreprise, la céder, la vendre. En association, on s'en va, on a tout donné, on a donné tout son argent à l'asso, on a pris tous les risques, on a donné tout son temps et un jour où on arrête, pour différentes raisons, bah, on va rien en retirer. Voilà. Ça, faut le savoir parce que ça nous appartient pas, en fait. Et ensuite, est-ce que la dernière, question, la dernière grande différence que j'entrevois, c'est est-ce que j'ai envie de décider seule? Est-ce que j'ai envie de prendre les décisions seule? Donc quand on est en entreprise, on les prend avec son associé ou si on en a un, ou toute seule si on est en entreprise toute seule. En association, on sait d'avance qu'en fait, c'est pas un statut qui est fait pour décider seul. Et donc si on va en association, il faut être prêt et prête à déjà ouvrir sa gouvernance parce que l'entrepreneuriat en association, la réalité de cette forme d'entrepreneuriat, c'est que souvent les personnes sont seules au démarrage. Et ensuite, nous, on va les aider justement à ouvrir les adhésions et à ouvrir la gouvernance pour bien embrasser complètement le statut. Et les personnes le veulent en plus, ne veulent pas être seules à décider. Mmh mh. Et donc ça, si on a envie qu'on nous embête pas, si on a envie de décider seul, faut pas aller en association. Voilà les 4 grandes différences que j'ai identifiées. OK, ça marche. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à, tout ce qui est lié à la posture. Donc, tu disais souvent quand on démarre, on est seul. Donc ça peut être au démarrage, mais aussi après. Tous les représentants, de l'association, heu, quelles sont les bonnes, attitudes, postures? On dit souvent, on n'a pas une deuxième chance, pour faire une bonne première impression. Du coup, quelles seraient les clés selon toi des réussites pour, cette bonne première impression? Tu parles particulièrement en assoprenariat, en tout cas, pour, le sujet Mmh. qui me concerne? Ouais. Ouais. Après, même si je pense qu'en vrai, c'est valable, Oui, pour le coup là, aussi pour les entrepreneurs. oui, c'est vrai. Alors là-dessus, je sais pas si, je sais pas si ma réponse sera universelle. En tout cas, je sais pas du tout si elle sera partagée par les personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir comment chacun qui écoute le podcast se positionne. Moi, en fait, je crois que j'ai décidé d'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, ou en tout cas d'essayer d'arrêter de plaire au plus grand nombre. J'essaye juste, pour ma part, d'être moi-même, dans le respect, des relations humaines, hein, de pas être trop faux-folle. Mais je crois qu'en assopreneuriat, je pense qu'il faut être soi-même et donc faire bonne impression pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est juste être soi-même, en fait. J'ai peut-être pas la réponse que tu imaginais ou tu attendais peut-être, mais pour moi, ce que je vois de ce qui fonctionne le mieux en assopreneuriat où l'association est une communauté d'êtres humains qui vont ensuite aider on l'a dit, d'autres êtres vivants ou non vivants d'ailleurs. Hem et bien ça, c'est que des relations humaines et plus on est soi-même dans l'assopreneuriat, plus on on travaille avec la façon dont on a envie de travailler, avec le cœur que l'on a, avec l'esprit que l'on a et plus en fait on va attirer aussi des personnes qui partagent ça et qui ont envie de soutenir cette cause que l'on défend comme nous et donc plus la structure va se développer, avoir de plus en plus de bénévoles, d'adhérents, de partenaires, de financeurs et plus ça va marcher. Donc en fait, faire la première bonne impression, bah, je dirais moi être soi-même dès le départ finalement pour pas, trahir un petit peu les personnes qui vont nous rejoindre et se rendre compte qu'en fait, on a fait un petit peu un masque, des premières fois et se rendre compte Mmh. qu'on est complètement différent, dans la gestion quotidienne de l'asso. Moi, je dirais être soi-même, en fait et c'est super dur parce qu'on n'ose pas être soi-même parce que dans le monde du tra je trouve, ce n'est que mon avis, mais je trouve que dans le monde du travail salarié, parce que je l'ai connu pendant 11 ans le travail salarié, hein, avant de quitter, pour Assoprendre. Je trouve que dans le travail salarié, on n'est pas
on nous autorise pas trop à être nous-mêmes. Il y a énormément de règles de bienséance, de B2B ou de B2C et heu et donc on peut pas être trop soi-même sous peine de faire des écueils, on peut pas faire de vagues. La vie personnelle n'a pas trait dans l'entreprise. Enfin, maintenant, les entreprises sont de plus en plus libérées, mais malgré tout, ça reste, je trouve, quand même assez rare quand une entreprise est vraiment libérée et agile. Alors qu'en fait, en entrepreneuriat, moi, je trouve qu'on ne quitte pas tout. C'est tellement dur, on ne va pas se mettre dans une situation aussi difficile qu'est l'entrepreneuriat pour en plus s'empêcher d'être soi-même. Donc ça, je dirais, ce serait ça, moi, être soi-même dès le départ. Et puis, et puis les personnes qui se reconnaissent dans ce que l'on propose, de la façon dont on le propose, eh bien, nous rejoindront. Et Mmh. celles à qui ça ne plaît pas, eh bien, s'en iront. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, effectivement sur, après la pérennité, pardon, des relations, enfin ça joue. Et puis aussi sur le fait que, bah, voilà, il faut faire des choix. Enfin si, enfin on peut pas plaire à tout le monde, Mmh. et s'il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à la cause de l'association ou que voilà les messages ne passent pas et cetera. Bon bah, après tout, enfin c'est qu'il y a pas il y a rien à créer derrière. Mmh. Donc au Ouais. final, Mmh. d'accord. Bon alors du coup, oui effectivement, je m'attendais pas vraiment à ce genre de réponse, mais c'est intéressant. Je sais pas du coup si la 2e question va pouvoir, enfin tu vas pouvoir rebondir dessus, mais je la pose quand même. En fait, je voulais savoir si tu avais identifié des erreurs de posture, assez récurrentes chez les représentants d'associations. Hem Et si oui, est-ce que tu peux nous les partager? Si ce n'est, peut-être tu peux juste dire, bah, non, vous n'étiez pas vous-même. Non, là, je suis Heu, vraiment, non, non, là, c'est pour être sûre de peut-être bien répondre, correctement, quand tu parles d'erreur de posture, c'est face à des financeurs, c'est face à des bénévoles? Est-ce que tu imagines de façon globale ou est-ce que tu as en tête une situation en particulier? bah, alors, c'est vrai que nous, Solipulse, on est plus sur, tout ce qui est, levée de fonds, Mmh. mais non, enfin, ça peut être aussi, lié, oui, à un recrutement de bénévoles, enfin, en fait, Mmh. toutes les personnes qui sont pour le moment extérieures à l'association, et avec qui on peut avoir un échange, quoi. OK. Donc ce que j'ai pu voir, chez les assopreneurs, alors déjà, je voudrais dire que je parle pas forcément d'erreur. Tu vas penser peut-être que je joue un peu sur les mots, mais c'est je voilà, je nous, on parle pas d'erreur, on va parce que, de toute façon, on sait qu'on fait toujours on fait ce que l'on peut et du mieux qu'on le peut avec ce que l'on a. Donc, on est à fond sur, le terme un peu, tu sais, l'effectuation, on fait comme on peut avec ce qu'on a et voilà. Donc déjà, on ne parlera pas d'erreur, mais on peut parler de maladresse. Moi, ce que je vois en général, c'est de trop attendre de la mairie, de la collectivité territoriale, de la collectivité locale sur laquelle, la ville sur laquelle on est implanté. En général, beaucoup les assopreneurs, tout de suite, immédiatement se disent, imaginent qu'ils vont avoir une petite subvention de la mairie ou un local, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ont besoin Un d'un lieu, ouais. local, oui, Mmh. pour agir. Et en fait, les personnes imaginent tout le temps que la mairie va mettre à disposition ce local et donner une petite sub. Ça arrive souvent, hein, ça arrive souvent, mais ça arrive pas à chaque fois. Donc ça, c'est vrai que c'est une attente vis-à-vis d'un partenaire et d'un financeur potentiel qui peut entraîner beaucoup de frustration et beaucoup de retard dans la mise en place de l'action et de l'impact. Donc ça, je le vois souvent. Malheureusement, les mairies, elles ont de moins en moins d'argent. Elles n'ont pas toujours des locaux disponibles. En ruralité ou en zone urbaine, c'est pas pareil. Enfin voilà, il y a plein de. Donc on peut pas. Malheureusement, si on attend trop d'argent et trop de la mairie, on va être déçu. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas tout faire, les mairies. Voilà. Ensuite, ce que je peux voir aussi, souvent, c'est que les assopreneurs, parfois, attendent trop et trop tout de suite des bénévoles. Je vois souvent on a même eu récemment une assopreneuse qui pensait tout de suite, avoir peut-être 10 bénévoles après, avoir juste mis un petit mail et pouvoir lancer telle et telle action et malheureusement, bon, ça s'est pas fait tout de suite, et elle a été Mmh. super déçue au point de presque arrêter tellement elle s'était mise une pression sur le fait de: «Si j'ai pas de bénévoles tout de suite, c'est que ce que je fais n'attire personne, c'est ce que la cause que je défends n'attire personne et je vais pas y arriver toute seule»
Et nous, on a essayé de lui dire: «Bah, prends ton temps, ça prend du temps, personne ne nous connaît, on arrive dans un environnement, à chaque fois, une nouvelle asso qui se crée, bah, c'est un nouvel entrant dans un secteur, hein, comme partout. Mmh. Personne ne nous connaît, souvent on nous ouvre pas la porte, on nous ferme plutôt les porte-nez. C'est assez difficile d'être nouveau dans un secteur quel qu'il soit. C'est aussi difficile, je trouve, d'être nouveau dans le secteur non lucratif que dans le secteur marchand, pour le coup. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit plus facile. Donc voilà, attendre trop et tout de suite des bénévoles, attendre, trop et tout de suite du grand public aussi, dans le sens que la première collecte de dons qu'on va lever auprès de notre bureau, de notre réseau de cœur, bah, que ça va tout de suite faire 4 000 à 5 000 € qui nous permettent de mettre en place une première action. Non, souvent ça fait, allez, quand ça atteint 1 000 à 1 500 €, on est super content. Donc je dirais que c'est peut-être de l'impatience, et en même temps je comprends parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on veut agir. On a repéré une situation problématique, on a repéré un manquement, on a repéré un besoin, on a repéré un besoin non satisfait généralement, ou un gros problème. Il faut vraiment voir souvent sur les besoins primaires, manger, se soigner, se loger, enfin voilà, boire. Et donc on veut agir très très vite. Et parfois, ça avance pas aussi vite que ça. Voilà. Donc Mmh. c'est peut-être ça que ce que j'ai pu voir dans ce qui peut devenir frustrant, et parfois peut-être presque ça coupe l'herbe sous le pied des personnes qui ont envie de faire plein de belles choses en fait. Donc Mmh, voilà, je mmh dirais mh. c'est plutôt ça, ce que j'ai pu voir. OK. Et du coup, pour aller de l'avant, pour avancer, quels seraient tes conseils, à mettre en pratique, immédiatement pour, améliorer ça, Ouais. Alors, hem, peut-être pour préciser ce que je disais tout à l'heure, que ça faisait, 17 ans que je dirige des assos, et en fait, la première chose que j'ai faite quand j'ai quitté mon poste de DG en CDI, et que je me suis dit: «Allez, j'ai envie d'aider», parce qu'en fait, moi aussi, je suis une assopreneuse aussi. Hem, heu, la première chose que j'ai faite, c'est de me dire: «OK, est-ce qu'il existe une méthode justement? Quels sont les conseils que je pourrais donner de ce que j'ai pu voir autour de moi?» Parce que j'ai toujours été très curieuse de la façon dont les autres DG, menaient leur métier, et dont la façon dont les personnes qui géraient des assos ou les lançaient, les géraient. J'ai toujours été une éponge sur ça, tu sais, en mode benchmark. Moi, j'apprends énormément par le benchmark, à regarder comment font les autres, et puis j'adapte par rapport à moi aussi. J'ai tout le temps fait ça, et là, je me suis dit: «Bon, là, j'ai pas de méthode à aller chercher ailleurs, j'en trouve pas, donc je l'ai créée». Donc ce que je voudrais proposer là, aujourd'hui, moi, c'est ce que je propose dans le programme Assopreneur, où on a, déjà accompagné plus de 400 assopreneurs/associations. C'est en fait, de suivre les 4 piliers. Et les 4 piliers de la méthode, c'est, bah, un assopreneur à l'aise dans ses fonctions. On parle de posture, mais je vais parler plus globalement de fonctions, mmh. avec une gouvernance efficace. Ça, c'est le premier pilier. Donc tu vois, c'est bien travailler son pilotage, mais bien travailler aussi sa gouvernance, parce qu'on a besoin d'un CA que nous on appelle conseil de réflexion, et d'un bureau qui soit bien positionné, et puis d'une AG. Ça fonctionne très bien, on a besoin de ça. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être une stratégie d'impact ciblée, avec un modèle économique cohérent et une vraie recherche de fonds active. Là-dessus, ben, Solipulse vous aide énormément, c'est votre zone de génie, et c'est là-dessus que vous aidez les associations. Mais c'est le nerf de la guerre, en fait. Voilà, donc ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, ça va être, un programme d'action et d'événements concrets avec des livrables utiles. Donc là, on est sur le pilier de l'action, de l'impact. Une association qui agit pas, bah, elle meurt, ça c'est évident, hein, qui agit pas concrètement. Et quand je dis concret, ça peut être en visio comme en présentiel, peu importe, hein, ça compte pas. Et enfin, le dernier pilier que je conseillerais, eh bien, c'est une animation dynamique de la communauté de l'asso, avec un relationnel structuré, c'est-à-dire la construction de partenariats, toujours, 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 le réseau, le réseau, le réseau. Moi, les conseils que je donne, bah, je les ai résumés dans cette méthode-là, parce qu'en fait, et après, c'est décliné en 10 grandes étapes et en plein de micro-étapes dans le programme Assopreneur, tu vois? Tout ça, ça donne des chemins, et on passe 10 heures, hein, de formation sur ces 4 piliers dans le programme Assopreneur, donc il y a plein de choses à dire là-dessus, mais ce résumé-là, si on arrive à renforcer nos 4 piliers comme ça, tout le temps, un petit peu comme un tabouret à 4 pieds, on est Mmh. sûr que l'association, elle va être pérenne, et que donc l'impact que l'on veut avoir, il sera pérenne. Voilà ce que les conseils qu'on donne, nous, ils sont basés là-dessus. OK. J'ai l'impression que tu nous as fait le pitch de d'Assopreneur et c'est top. Heu, Parce que du coup, enfin, en France et ailleurs d'ailleurs, on a, pas mal cette culture, du pitch. Un bon pitch, ça se résume à quoi selon toi? Ouais, j'adore que tu parles de ça, parce que le pitch chez nous, c'est hyper important. On passe beaucoup de temps à former et informer nos bénéficiaires, assopreneurs sur ça. Moi, je pense qu'un pitch ou bande-annonce pour les personnes qui sont un peu moins anglophones, Mmh mh. hem, à mon avis, ce qui est intéressant dans un pitch, c'est si et on peut dire que c'est un succès, on va dire, si notre interlocuteur comprend au moins une partie de ce que l'on fait,
puisqu'on sait que quand on échange, dans la communication, on sait que ce qui est dit, il y a une toute petite partie qui est retenue, enfin voilà. Donc déjà, si notre interlocuteur, il comprend au moins une partie de ce que l'on fait, c'est top, c'est gagné. Si notre inct j'ai 3 niveaux de réussite, on va dire. Deuxième niveau, un peu plus loin, si l'interlocuteur, il a compris donc ce que l'on fait et ensuite il retient ce que l'on fait, il rentre chez lui ou au bureau et il est capable d'en parler, notre interlocuteur, il ou elle. Donc il a retenu aussi ce que l'on fait après et il se souvient du nom de l'asso. Comme ça, après, il peut aller chercher sur internet ou donner le nom de l'asso. Parce que souvent, en fait, on se rend compte dans les pitchs que l'assopreneur a pas donné le nom de l'asso. Et Mmh. même moi aussi, ça m'arrive tout le temps, je fais les mêmes erreurs de temps en temps, donc bien donner le nom de l'asso et le répéter. Et ensuite, dernier élément, je dirais, on peut aller encore plus loin dans la réussite de notre pitch, c'est que si jamais notre interlocuteur, il répond à notre appel à l'action, à notre call to action. S'il agit suite à notre appel à l'action qui doit toujours se positionner en fin de pitch si possible. Donc là, si notre interlocuteur, bah, il nous envoie un mail ou il nous appelle ou il fait, ce témoignage qu'on demande ou il envoie il parle de nous à quelqu'un qui correspond à nos bénéficiaires, enfin s'il il agit, bah, Mmh. alors là, on a tout gagné, quoi. OK, c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus, on en a déjà parlé, je crois lors de notre premier échange. Mmh. Je vais citer, Simon Sinek, qui est, auteur et conférencier. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Pourquoi est-ce que cette phrase est vraie et s'applique aussi au monde associatif et comment une association peut-elle traduire ça dans ses messages selon toi? Ouais. J'ai adoré que tu me poses cette question parce que c'est rigolo là. Je me suis formée à plein de méthodes de pitch, Mhm. quand j'étais salariée ou quand depuis que je suis assopreneuse, hein, c'est important de se former. Je pense qu'il faut se former à plein de méthodes et comme d'hab, garder celle qui nous plaît le plus. Et en fait, pour moi, la meilleure méthode de pitch qui existe et celle que l'on enseigne dans le programme, la seule qu'on conserve, c'est celle de Simon Sinek, justement, le cercle d'or. Donc c'est vraiment rigolo que tu me poses cette question-là. Donc oui, pour moi, Simon Sinek, il a inventé un pitch il y a déjà bien longtemps, il y a plus de 12 ans, je crois, c'est une méthode de pitch pour les entreprises. Il avait même donné l'exemple d'Apple à l'époque dans son TEDx. Et Mhm. moi, quand j'ai découvert cette méthode, je me suis dit, mais attends, il l'a écrit pour des entreprises, mais en fait, c'est la meilleure méthode pour les associations parce qu'il part de la cause, du why. Et une association, c'est comme je le disais, c'était une des façons aussi de se demander si le statut juridique était le bon pour nous. Une association, la base de tout, c'est une cause ou plus largement un sujet que l'on veut défendre ou un besoin que l'on enfin, tu vois? C'est cet aspect-là on le fait pour quelqu'un, pour quelque chose qui ne va pas. Donc je vais résumer ça en cause. Donc pour moi, la le cercle d'or, c'est la meilleure méthode de pitch, effectivement pour les assos. Et donc nous, comment on traduit ça, dans la façon de le rédiger pour les assos? Donc déjà la méthode Simon Sinek, c'est hyper simple, c'est le why, la cause. Ensuite, c'est le how, le comment et ensuite c'est le what, le quoi. Et donc dans le programme Assopreneur, on va, aider les membres à bien comprendre ce que c'est que cette méthode et en même temps, elle est tellement simple, c'est tellement génial. Donc déjà dans la cause, pour se l'approprier et pour définir sa cause, moi je conseille de commencer, de rédiger avec 2 phrases, de commencer sa phrase par: «Ce n'est pas normal que». Donc par exemple, si je devais faire le pitch Assopreneur, donc imaginons si c'est OK si je donne l'exemple avec Assopreneur, Oui, ça te bien va? sûr, Ouais. bien sûr. OK, donc nous, par exemple, Assopreneur, comme je disais, c'est une association qui va soutenir toutes les personnes ayant choisi de changer le monde avec une asso. La cause, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que en fait, c'est pas normal, ce n'est pas normal que ce soit si difficile de pérenniser une association et son impact. C'est pas normal qu'il y ait 44 000 associations qui meurent encore chaque année. C'est pas normal qu'il y ait tant d'assopreneurs qui explosent en plein vol, burn-outés, parce qu'ils cumulent 2 jobs, leur job salarié plus leur assopreneuriat. C'est pas normal qu'il y ait autant d'assopreneurs qui finissent au RSA parce qu'en fait, ils ont quitté leur job pour diriger leur asso, mais ils savent pas comment en vivre. Donc, ils sont en précarité financière terrible. C'est pas normal que quand on soit assopreneur, on se sente si seul et si incompris et et autant non reconnu comme entrepreneur. C'est pas normal que les associations soient pas vraiment reconnues comme étant la première forme d'entrepreneuriat social. Et c'est pas normal qu'il y ait que 10% des assos qui ont au moins un salarié. C'est pas normal. Moi, je dis, il y a au moins, 1 000 000 d'emplois à créer dans l'entrepreneuriat. On a besoin de créer au moins 1 million d'emplois dans l'entrepreneuriat pour sécuriser les impacts, les associations et les personnes qui les pilotent. Et les assopreneurs, en fait, ont besoin
de méthode. Les assopreneurs ont besoin de réponses précises, de plus être seuls, de bâtir, de s'entraider, d'être accompagnés, guidés, de s'entraider et d'avoir des outils adaptés à leur pilotage. Et bien là, en fait, je t'ai parlé de la cause de Sopreneur avec les phrases que j'utilise, c'est ce n'est pas normal que. Et ensuite, je propose d'utiliser on a besoin de. On remplace le on par nos bénéficiaires ont besoin d'eux. Donc, moi, c'est les assopreneurs. Et ensuite, pour définir sa cause, donc il y a ces deux techniques-là. Ce n'est pas normal, on a besoin d'eux. On peut finir par je rêve d'un monde où. Alors, on va me dire, oh là là, ça fait un peu I have a dream. Bah oui, mais en même temps, il avait raison, en fait. C'était Ça le roi aide du pitch. en tout cas, ça aide à faire sortir Voilà, les, les grandes lignes, quoi. ça Après, aide à faire sortir les grandes lignes. Exactement. après, on n'est pas obligé de dire je rêve d'eux. Et on n'a Mais pas obligé de. Mais en fait, ça marche. Tu vois, je forme beaucoup, je fais beaucoup d'ateliers où je forme les personnes, les apprenants à la méthode du cercle d'or et adaptée aux associations, parce que moi, je l'ai quand même adapté aux assos. Et je t'assure que quand derrière, les personnes font leur pitch avec ce modèle-là, devant 300, 400 ou moins, ou même juste 10 personnes, mais alors tu vois la différence par rapport aux personnes que j'ai formées et qui n'ont pas suivi la méthode. mhm. Parce que ça arrive que des personnes se disent, bah non, elle a dit n'importe quoi, et je vais me faire ma méthode de pitch autre. Ben moi, j'ai vu la différence, en fait, en session de pitch comme ça, euh, où j'avais formé une dizaine de personnes, puis t'en as la moitié qui ont suivi la méthode, et t'en as la moitié qui n'ont pas suivi. Ben, je peux dire que l'audience, moi j'étais là le jour du pitch, ça n'a rien à voir. La méthode Mhm. Simon Sinek, elle fonctionne. Donc voilà, donc Bon, c'est pour bien comment. de tester, bien sûr, après. Ah Enfin, oui, au bah, début, il y a quelque chose qui sort, après on le teste, que ça soit son exactement, entourage perso ou pro, enfin plus ou moins proche, et puis ça s'ajuste, et enfin c'est pas un truc exactement. qui se travaille en une fois, mais ok, ça marche. Alors du coup, maintenant qu'on a notre message principal, concret, concis, enfin notre pitch, quoi, comment faire pour qu'il soit partagé et adopté par tout le monde? Parce que quand on est solo, des fois, il n'y a que notre voix, mais après, quand l'asso, elle grandit, elle grandit, elle grandit, comment garder ça, enfin, cette unité, en fait? Ah, c'est le plus difficile en fait, ça. Ce que tu évoques là, c'est le plus difficile, c'est comment on fait passer le message, comment il est partagé, vraiment partagé et intimement partagé par les autres, et comment il est poussé et porté par les autres. Mais c'est super dur, en fait. Donc déjà, il faut savoir que c'est le plus difficile. Donc de s'autoriser à ce que ça ne marche pas tout de suite et que ça prenne du temps, que ce message il se diffuse et que tout le monde puisse l'entendre, le partage et le porte. Donc déjà, c'est ce que je voudrais peut-être juste mettre l'emphase sur ce que tu disais, c'est que tester son cercle d'or, tester son pitch, l'améliorer tout le temps, c'est déjà la base de tout. Trouver les bons mots, bah, moi je trouve que ça prend beaucoup de temps. Nous, ça fait 3 ans qu'on a lancé Assopreneur. J'ai l'impression parfois que ça fait juste quelques mois que c'est comme ça qu'on devrait le dire, tu vois. J'ai l'impression d'avoir des révélations tous les jours de mais ce mot, en fait, il va pas vraiment. Tu vois, tous les jours, on en est à notre 136e version de notre cercle d'or. Donc déjà, je voudrais encourager chacun et chacune à en faire plein, tester et améliorer. Voilà. Déjà. Ensuite, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'en faire une version très courte. Moi, je dis, en fait, le cercle d'or, c'est trop génial parce que en version courte et résumée, c'est notre pitch, la Mhm. bande-annonce. Mais en version longue, ça, c'est le plaidoyer, le manifeste de l'assaut. Moi, le plaidoyer, le manifeste, je recommande de l'écrire de la même façon, sur la base du cercle d'or. Et donc, plus on fait une version courte de notre pitch, plus il est facilement aussi entendable et transportable par les autres. Donc, je dirais faire la version la plus courte possible. Souvent, le mieux, c'est 3 phrases, 2 phrases, une phrase. Voilà. Sur la cause, le how et le what. Ce que j'ai pu faire par le passé et qui fonctionne bien, c'est de faire une carte de visite de l'association, tu vois, avec les coordonnées de l'asso, le nom, et qu'on peut donner aux bénévoles, par exemple, ou qu'on peut faire en bois, tu sais, en bois recyclé. On peut faire une carte comme ça qui est unique et pas jetable. Et bien, on peut mettre d'un côté les coordonnées, le logo, les réseaux sociaux et l'adresse de l'asso, puis au verso, on peut mettre le cercle d'or résumé, tu vois, quelques mots-clés. Et ça marche vachement bien parce que les bénévoles, pour l'avoir vu, moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Je me souviens très bien d'avoir les bénévoles en réunion ou en réseau. En fait, je les ai vus faire de dire attendez, je veux pas dire de bêtises, je sors la carte, boum. Alors, notre association, nanana, nanana, et tu vas dire, s'appuyer de la carte de Mhm. visite pour dire les choses correctement. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à donner des petits outils pour que nos bénévoles aient le bon mot, toujours à portée de main. Ensuite, si on parle vraiment du bénévolat, c'est la formation bénévole, ça marche super bien. On a plusieurs membres comme ça qui s'appuient sur énormément de bénévoles et qui ont mis en place une vraie formation bénévole.
Les structures qui aident à trouver des bénévoles comme, France Bénévolat, Je veux aider ou Vendredi ou Bénévoles, toutes ces structures-là, souvent proposent des modèles de formation bénévole ou aident en fait, aident à former ces bénévoles. Donc ça, les former, c'est super. Ce qui est hyper important, je pense, pour que les personnes, intègrent le message et le transmettent et le comprennent et le partagent, c'est déjà d'être soi-même, ça on l'avait déjà dit, et puis de mettre en place un vrai process d'accueil et d'embarquement. Mmh. Donc ça, c'est l'onboarding, hein, sinon, si en termes anglophones. Donc ça, c'est hyper important. Nous, on passe beaucoup de temps sur l'onboarding quand on devient bénéficiaire d'Assopreneur, parce qu'en fait, nos bénévoles, nous, sont surtout nos bénéficiaires, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc nous, on a un gros process d'accueil et d'embarquement qui passe par un rendez-vous découverte avec moi, puis un rendez-vous embarquement avec Chloé. Donc on est 2 cofondatrices, hein, chez Assopreneur, juste pour les personnes qui écoutent. Oui. Ensuite, on a les 10 heures de formation à l'assopreneuriat et ensuite on finit par 1 heure de mentoring individuel avec moi. Et donc, tu vois, ce parcours de 12 heures, voire même 13 heures, eh ben, nous, ça va être notre process d'accueil et d'embarquement, Mmh. où derrière, on peut faire passer tous les messages et les personnes comprennent, entendent, voient, parce qu'on a avec eux, chaque fois, on a avec eux 1 heure en visio. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça, hein, on est bien d'accord, mais ça pourrait être un peu équivalent de notre formation bénévole, en fait, pour nous, parce qu'on les forme à l'assopreneuriat et en fait, comme ça, ils savent aussi comment devenir bénévoles pour nous aider, parce qu'ils le font spontanément après. Donc déjà, process d'accueil et d'embarquement. Et enfin, une méthode que je trouve qui fonctionne super bien, c'est ce que j'appelais la technique de la petite phalange. Donc, Alors, dis-moi en plus. donc la technique de la petite phalange, tu vois, imagine que on est toutes les deux, toi, potentiellement, tu serais peut-être OK pour devenir bénévole dans l'association. Moi, je suis la sopreneuse et on est dehors, tu vois, sur un petit ponton, il y a un lac. Et en fait, on est en hiver, il fait super froid dehors. Et Ouais. là, moi, pouf, je plonge dans le lac. Allez hop, plaf, je plonge. Je suis dans l'eau, là, pop, je barbote et je te dis, viens, viens, saute avec moi, viens dans le lac, elle est bonne. Alors, tu te gèles déjà dehors, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas? Ah non, je mets mon doigt dedans pour goûter. Voilà, tu vas pas y aller, exactement. Et ben, Avant. tu m'as dévancé, mais c'est exactement ça. Soit tu vas le faire toi-même, de mettre le petit doigt pour dire, pas sûr. Mais si moi je te dis, au lieu de te dire, viens, rejoins-moi dans l'eau, je te dis plutôt, est-ce que tu veux pas juste tremper le petit doigt pour voir si elle est chaude ou froide? Là, Mmh. tu vas le faire. Et en Oui. fait, c'est ça l'analogie. C'est le bénévolat. Ce qui me fonctionne le mieux, c'est de proposer des petites étapes, des petites missions très cadrées. C'est de proposer la petite phalange, même si tu sais que tu aimerais bien que la personne plonge jusqu'au cou avec toi dans le lac, Mmh. qu'il soit gelé ou très chaud. Voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Et pour tout, en fait, moi, c'est fait partie tu sais, on parlait tu disais les maladresses de posture du départ, mais ça fait partie je te le disais, d'attendre trop tout de suite des adhérents ou des bénévoles. Bah, c'est Mmh. exactement ça, en fait. C'est dès qu'on demande quelque chose à quelqu'un, on y va tout doucement et on met bien de A à B et pas de A à Z tout de suite. Mmh Donc, je mh. dirais, pour que le message soit partagé, je proposerais tout ça. OK. Mais du coup, tu as un peu devancé toutes mes questions, qui allaient venir sur, comment fédérer les bénévoles et cetera. Mais du coup, c'est très intéressant. J'aime bien la technique de la petite phalange. Non, mais du coup, c'est vrai que, enfin, en fait, on se rend très, très vite compte quand on se met dans la peau de quelqu'un qui arrive, qui a un premier contact avec une asso, c'est évident qu'il va pas dire: «Oui, j'ai toute ma semaine à te consacrer, on ne se connaît pas et voilà, j'y vais, quoi». Enfin, c'est évident que ça se fait progressivement. C'est aussi beaucoup le relationnel, heu, Carrément. tout. Donc ouais, carrément. Alors, j'ai pas répondu. Si tu veux me poser ta question, j'ai d'autres conseils potentiellement pour les bénévoles, hein. Je suis pas, j'ai pas tout dit. Ça m'étonnerait. D'accord, vas-y, je Parce que t'écoute. j'avais bien Pour se préparé réveiller. l'entretien. Euh, alors, tu voulais me demander quels sont les conseils ou bonnes pratiques pour fédérer les bénévoles de Ouais, l'asso, pour ouais. que les personnes jouent ce rôle spontanément et avec enthousiasme. Moi, ce que je voudrais proposer, c'est donc résumer déjà, les accueillir, ça on en a parlé. Les Mmh. former, on en a parlé. Mais ce que j'aurais voulu proposer pour cette question particulièrement, c'est ensuite les écouter. Écouter les bénévoles parce que, déjà pour découvrir savoir combien de temps ils ont, déjà imaginer, identifier, comprendre ce que c'est pour eux le bénévolat et peut-être que pour eux c'est 1 heure une fois par mois, 1 heure une fois par an, alors que nous on a besoin d'1 heure une fois par semaine. Donc faut déjà Mmh. et les écouter. Ensuite, découvrir leur motivation profonde. Alors ça, pour ça, c'est qu'en les écoutant et en leur posant des questions. Et ça se fait pas forcément tout de suite. Justement, c'est que des êtres humains, donc ça peut être une relation de confiance qui se fait au bout de quelques mois. Donc ça veut pas dire tout de suite. Ça veut dire sur le long terme, essayer de bien comprendre leur motivation profonde. Et parfois même, la personne, elle la connaît même pas, sa motivation profonde. Elle sait même pas. Parfois, elle le sait parce qu'elle a vécu elle-même cette souffrance que l'asso essaye d'aider, donc elle veut aider. Mais parfois, c'est un besoin de reconnaissance. Parfois, c'est un besoin de s'échapper de son quotidien. Parfois, c'est un besoin de plein d'autres choses, en fait. On sait pas.
bien comprendre la motivation profonde. Ensuite, essayer de bien identifier, et ça aussi, c'est pas toujours facile, les zones de génie du bénévole, de la bénévole, ou en tout Ouais. cas ce qui l'éclate, les zones d'éclate. Parce que quand on est bénévole, c'est vrai que c'est en plus de son temps de travail, c'est en plus de son temps perso, de charge mentale, de vie, de double vie à la maison. Enfin, peut-être que parfois on en est déjà entrepreneur. Donc, le bénévolat, il faut que ce soit un bon moment quand même. Même si on est d'accord que parfois, il y a des choses très dures. On voit des choses très dures dans le bénévolat. Parfois, on aide des causes où des bénéficiaires se vont très très mal. Donc, je ne dis pas qu'on va s'éclater et sauter de partout en aidant quelqu'un qui est très malade ou très malheureux. Voilà. Mais je dis juste qu'il faut quand même prendre du plaisir Ouais. et quand même être sur des choses que l'on sait faire ou en tout cas qui ne nous mettent pas en difficulté. Donc déjà, ne pas mettre le bénévole en difficulté. Si on lui demande de créer notre site web et que c'est quelqu'un qui a jamais touché à un PC, alors je grossis le trait, mais c'est pour montrer que ça arrive souvent en fait. Mmh. Donc découvrir leurs zones de génie. En tout cas, ce qu'ils et elles aiment faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien parler? Est-ce que c'est quelqu'un qui préfère lire? C'est-à-dire donc faire des recherches? Est-ce que c'est quelqu'un qui préfère écrire? Est-ce que c'est quelqu'un qui, bah, voilà, comment la personne elle a envie d'agir en fait? Et donc on va pouvoir la placer sur les bonnes missions pour elle. Mmh. Et enfin, donner le pouvoir d'agir. Moi, j'ai pu le voir dans mes précédentes structures. C'est pas encore le cas chez Assopreneur, mais on est jeune. Mais la structure que j'ai quittée, je l'ai dirigée pendant 10 ans, de sa création à 10 ans en tant que DG salarié. Et là, ce qui marchait le mieux avec nos bénévoles, parce qu'on en avait 500 bénévoles, personnes physiques à l'époque, c'était de donner vraiment le pouvoir d'agir aux bénévoles. C'est que les bénévoles étaient impliqués dans des groupes de travail et des groupes projets sur différents secteurs, enfin différentes thématiques du travail, pour réfléchir et identifier les prochaines actions qu'on allait mettre en place. Et c'est-à-dire les personnes qui étaient impliquées dans ces groupes de travail, eh bien, ces personnes-là pouvaient aller jusqu'à imaginer le nom de l'action, pouvaient demander un budget à la direction, pour le coup, j'étais à la direction, mais aussi au bureau, pouvaient organiser une conférence. Il y avait toujours quelqu'un de l'équipe permanente pour les aider, mais c'était eux, ces bénévoles, qui pouvaient pousser et aller vraiment très loin, en fait. Mmh. Et après, de se dire, bah voilà, si cette conférence elle a lieu, si cette action elle a lieu, eh ben, c'est parce que moi, j'étais dans ce groupe de travail et j'ai poussé le truc. Donc, c'était donner Ouais, vraiment le pouvoir d'agir. C'est pas exemple toujours social. possible. Mmh. OK. Ouais, l'écoute, et le pouvoir d'agir, c'est sûr que c'est clé. Enfin, ça assure ensuite la pérennité du bénévolat. Mm, Enfin, mm. donc, OK. Bah, merci d'avoir, partagé ces 2 autres points. Est-ce que j'avais une dernière question? Bah, on revient un peu à la posture parce qu'en fait, vous parlez beaucoup de ça, chez Assopreneur. Si on devait retenir, 3 bénéfices à l'adoption d'une bonne posture, d'un bon pitch, hem et d'une bonne appropriation par chacun, quels seraient-ils? Alors, ce que je me suis, là-dessus, ce que je j'ai un c'est pas ça a pas été facile de résumer ça en 3 bénéfices. J'ai trouvé que la Oui. question était super intéressante et pas évidente. Alors je dirais que, ça entraîne un pilotage de l'association, facilité, et une charge mentale diminuée pour la personne qui pilote l'asso. Là, je parle vraiment de l'assopreneur ou de l'assopreneuse. Son pilotage sera facilité, sa charge mentale sera diminuée. Ensuite, Hem, je pense que la croissance de la communauté de l'association, va être meilleure. Donc, la communauté va se développer. La notoriété de l'association va se développer aussi spontanément et les prises de contact, spontanées vont, se générer et croître. Donc, souvent au début, quand on commence à agir, on va un petit peu chercher nos 1ers bénéficiaires au forceps où, personne nous connaît, personne sait ce qu'on fait et même quand on dit qu'on agit, même gratuitement, c'est même pas une question d'argent généralement, on ne nous fait pas forcément confiance et aussi c'est normal, on ne nous connaît pas. Donc souvent au début, pour montrer que ce qu'on veut faire, c'est bien et pour pouvoir agir, c'est déjà pas facile. Et à un moment, je trouve, où le switch se fait et où on commence à être débordé par les bénéficiaires qui viennent nous contacter ou même les partenaires qui nous contactent spontanément. Et là, c'est super parce qu'on peut mettre ce temps qu'on mettait à aller chercher les personnes qu'on veut aider, ben, maintenant on peut les mettre sur autre chose, chercher de l'argent par exemple, ou mettre encore plus d'actions en place. Donc c'est une bonne chose, mais donc ça, les 3 bénéfices à l'adoption d'une bonne posture ou d'un bon pitch, et la bonne diffusion, dans l'association, je pense que c'est ça. C'est le fait que ça va, mieux rouler, tu vois? Ça va les contacts vont venir tout seuls. Mmh, mmh mh. Et enfin, donc c'est un peu une conclusion de tout ça, c'est du temps gagné. Je trouve que c'est du temps gagné, puisque les choses vont avancer aussi plus spontanément grâce aux bénévoles, grâce aux ambassadeurs, grâce aux mots de chacun. Ce sera du temps gagné avec un meilleur fonctionnement et un meilleur développement général de l'asso. Voilà.
Donc, c'est bien important de ne pas se précipiter, de bien avoir les bases, etc. pour après rentrer dans un cercle vicieux, quoi. Un Vertueux. cercle vertueux. Est-ce que je Ouais, peux rebondir à ce que tu viens de dire? Parce oui. que je voudrais pas que mon message soit, peut-être j'aimerais vraiment bien passer le message et en tout cas faire attention nous on dit toujours: «Faut commencer avant d'être prêt» par contre. Donc dans le sens, moi je pense qu'il vaut mieux agir et avoir dit le mauvais mot que de pas agir en attendant d'avoir le bon mot. Donc si on devait y avoir une conclusion à tout ça, c'est que même si on n'est pas sûr d'avoir la bonne posture, même si on n'est pas sûr d'avoir le bon pitch et au début on l'a pas le bon pitch. Sincèrement, nous au début à Sopreneur, mais tu as entendu comment on en parlait, personne ne comprenait rien, ça l'est pas du tout. Donc nous, on est les premières à pas avoir réussi au début, donc il faut tester, mais il faut se lancer parce qu'au début, on a 3 bénéficiaires qui viennent parce qu'il y a toujours les early adopters. Mhm. Dans la population, il y a toujours ça et c'est ce qu'on voit dans toutes les techniques marketing, mais en fait, ça marche. Nous, on l'a vécu aussi. Tu as 5 ou 10 de la population, ça va être des early adopters. Donc nous, ça va être les 3, 4, 5, 10 personnes qui sont venues au tout début quand il y avait personne. Ensuite, tu as les 80 de la population sont ce qu'on appelle les personnes suiveuses qui vont aller sur le service ou le produit quand il a déjà été testé par les early adopters. Et puis, tu as une partie de la population, 5% restants, je ne sais pas si je suis bonne il manque peut-être 10% quelque part par là, mais en gros, tu as les gens qui viendront jamais, qui suivront jamais, qui sont pas intéressés, qui n'ont pas envie, bon bref. Et ben nous, ça, on l'a vécu. Donc, mais si on se lance jamais, eh ben, on n'a jamais les early adopters qui viennent, et donc on n'a jamais les personnes suiveuses qui viennent, et donc je voudrais être... moi, je préfère que tout le monde se trompe, dise pas les bons mots avec une mauvaise posture, que tout le monde fasse rien. Donc, il faut y aller quand même, et s'améliorer sur le chemin. Ok. Du coup, la conclusion, c'est plutôt d'apprendre au fur et à mesure et de s'améliorer. Ça, Ah, par mais contre, carrément. ouais. Ouais, mieux vaut fait. Alors, moi, je dis toujours, il faut commencer avant d'être prête. Ça, enfin, je dis prête, eux, en féminin, parce que nous, on a 80% de nos bénéficiaires sont des femmes, mais il y a aussi des hommes qui assoprennent. Mais il faut commencer avant d'être prête. Et on a même une adhérente qui, quand elle a entendu cette phrase, elle a dit mieux vaut fait que pas fait ou parfait. Et j'aime bien cette phrase aussi. Donc oui, je trouve que c'est vraiment ça, comme tu l'as résumé. On y va et on s'améliore. Mhm. D'accord, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Merci à toi. pour tout ça. J'espère que ça sera utile à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et puis à bientôt. Oui, à très bientôt. Merci encore et bravo pour ce que vous faites toutes les deux à Solipulse. On a des super retours de nos bénéficiaires qui ont notamment pris le guide que vous proposez qui ont appris plein de choses aussi avec vous. Donc merci. Et puis pour les personnes qui veulent en savoir plus sur l'assopreneuriat, c'est assopreneur.org. Voilà, cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.